Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, prenons de l'altitude en Ariège, au milieu des montagnes pyrénéennes. Dans ces paysages sauvages, j'ai rencontré Janice, une nouvelle apicultrice qui a quitté sa carrière de rêve pour retrouver sa créativité au milieu des ruches. Les abeilles, c'est une histoire de femme, celle de sa mère et maintenant la sienne. À mon micro, Janice explique son quotidien d'apicultrice et les menaces qui pèsent sur ses colonies comme l'ours, mais surtout le frelon asiatique. Elle revient sur l'importance des abeilles, qui est le premier maillon de la chaîne alimentaire pour assurer l'avenir de notre alimentation. C'est un épisode mielleux, alors pose-toi et viens butiner avec nous. Bonjour Janice. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir sur ta ferme apicole en Ariège, au milieu des montagnes. Le département de l'Ariège, qui fait partie de l'Occitanie, première région française apicole, et en Ariège, c'est vrai que niveau miel, on est bien servi. Ici, nous sommes au rucher du Montcalm, au sud de Tarascon, pas très loin de la frontière espagnole. Et on l'aura bien compris, Janice, tu es apicultrice. En soi, tu élèves des abeilles. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, je suis Janice de Coop, en effet apicultrice professionnelle seulement depuis janvier. J'ai repris l'exploitation familiale qui était depuis 33 ans aux mains de ma mère, puisque c'est elle qui a créé le rucher du Montcalm il y a 33 ans. J'ai 34 ans et je suis maman de 2 enfants. Et alors ici, on est dans quelle vallée ? Dans la vallée du Vic de Sceaux et d'Ozatz. Donc c'est la dernière vallée avant la frontière, alors plutôt catalane et pas espagnole, c'est parce qu'ici, malheureusement, il ne faut pas dire aux Catalans qui sont espagnols parce que tu ne seras pas bien accueilli. Sinon... Attention, voilà. je vais me faire taper dessus directement. Exactement. Donc on est au sein du PNR des Pyrénées ariégeoises et ici, tu as combien de ruches ? Donc là, actuellement, une centaine, puisque du coup, ma mère, à l'approche de la retraite, avait réduit son cheptel. En plus de ça, il y a 2 ans, on a eu une énorme casse avec un prédateur dont on parlera tout à l'heure aussi. En fait, moi, je suis plus dans une dynamique de remonter le cheptel et j'aimerais arriver à un rythme de croisière à 160 ruches, 180, pour pouvoir couvrir les besoins de ma boutique. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans ta communication, vous dites notamment sur le site internet, on est apicultrice de mère en fille. Alors que cette expression, on l'entend souvent pour de père en fils. C'est quoi l'histoire de ta mère ? Ma maman, c'est une Parisienne d'origine, née dans le 9-3, a quitté le 9-3 du haut de ses 17 ans et est allée se réfugier dans les montagnes, alors premièrement dans le Mercantour, et après, du coup, petit à petit, est venue par amour aussi en Ariège. Elle était éducatrice spécialisée et elle est tombée en amour de l'Ariège et notamment de l'abeille, où elle est partie en formation ailleurs pour faire un BPRA apiculture et elle en a fait son métier. Alors, quel est ton parcours, Janice ? J'étais quand même, comme je dis toujours, comme Obélix lui est tombé dans un chaud d'eau de potion magique étant petit, moi c'est dans un seau de miel. Donc j'avais pour ambition de créer ma base de cosmétiques à base de produits de la ruche parce que je crois au pouvoir des produits de la ruche. C'est pas pour rien qu'on les appelle les trésors de la ruche. Donc j'étais partie suite à un bac scientifique dans BTS esthétique cosmétique puisque je voulais faire une licence pharmaceutique, cosmétologie. Finalement, je me suis réorientée en licence luxe parfumerie sur Paris, où j'ai eu la chance et l'opportunité de faire une alternance avec la maison Dior, Parfum Christian Dior, où j'ai occupé plusieurs postes, où j'ai été animatrice formatrice, manager, responsable de stand, et où j'ai sillonné dans 3 villes en France, Paris, Nice, Toulouse. Et suite à ça, plusieurs événements ont fait que j'avais souhait de me réorienter. Mais voilà, l'évidence de reprendre l'exploitation familiale et surtout l'outil de travail tel que l'avait créé ma mère, en fait, c'était une évidence que je reprenne parce que tous les aspects de cet outil de travail me ressemblaient tellement, en fait. Donc une carrière dans le luxe. Oui. Pour quelles raisons ? Tu dis qu'il y a plusieurs raisons qui t'ont conduit à changer. En fait, il y avait vraiment plusieurs aspects, moi, dans mon ancien métier qui m'animaient. C'est la transmission. J'adore transmettre mes passions, mon savoir. Dans mon ancien métier, j'avais beaucoup de transmission puisque je formais des équipes. L'outil de travail tel que l'avait ma mère, aujourd'hui, il y a énormément de transmission puisqu'on fait de l'accueil du public, où on transmet notre savoir-faire, mais aussi tout ce qui est la sauvegarde de l'abeille et l'importance, la pédagogie. Il y avait également le management puisque du coup, c'était le cœur de mon métier chez Dior.
Là, aujourd'hui, l'outil de travail qu'a créé ma mère nous incite à embaucher plusieurs personnes en haute saison, on est 4 en pleine saison. Donc moi, j'adore travailler en équipe, j'adore cette dynamique d'équipe et ça, je ne sais pas travailler seule, donc je suis ravie de pouvoir travailler en équipe. Et il y a également tout l'aspect commercialisation, création, créativité. Et l'ancien métier que j'avais, j'étais épanouie, comme je disais à mes responsables, j'étais épanouie à 90%. J'adorais mon ancien métier, il m'a animée pendant 12 ans de ma vie. Mais voilà, il y avait des aspects comme la créativité où je me sentais frustrée parce que marque de luxe se dit charte à respecter et en fait, on n'était pas libre de créer ce qu'on souhaitait. Et là, j'ai ma propre boutique. Je peux créer ce que je veux. Je peux créer mon merch que je souhaite. C'est la liberté et le plaisir de pouvoir créer selon nos envies et pour faire plaisir à nos clients. Donc, on retient surtout la créativité qui est importante pour toi. C'est une de... On va dire force de caractère, je suis très créative. Et on le voit quand on arrive dans ta boutique en tout cas. Merci. Alors aujourd'hui, lorsque tu m'as fait visiter tes ruches, tu m'as expliqué qu'il y avait différents types d'apiculteurs. Tu es quel type d'apicultrice ? Petite apicultrice, petite productrice, puisqu'aujourd'hui, un apiculteur avec seulement 100 ruches qu'en production de miel, clairement, il ne survit pas. Niveau système économique, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on a un modèle économique qui fonctionne. C'est ma mère qui l'a créé et il fonctionne. Moi, bien sûr, mon souhait, c'est d'apporter ma petite touche aussi au fur et à mesure. Parce qu'elle s'est énormément diversifiée au fil des années. C'est-à-dire que du coup, on a un atelier de transformation qui prend beaucoup de place. On transforme le miel avec du pain d'épices, des croquants aux amandes, du nougat noir, du choc à miel. On fait tous les dérivés, les bougies avec la cire d'abeille. On produit du pollen, de la propolis aussi. Tout ça, en fait, on est en circuit court puisqu'on a notre propre boutique et on peut valoriser tous ces produits-là. Mais aujourd'hui, un apiculteur sans ruche, en production de miel seul, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les apiculteurs, pour se dégager un salaire, sont plus à 250 ruches, 300 ruches juste en production de miel. Donc, en fait, quand on parle entre apiculteurs professionnels, moi, je fais partie des petits apiculteurs puisque pas beaucoup de ruches. Après, je fais une apiculture à mon échelle avec le terroir qui m'entoure. Je n'ai pas souhaité de faire des grosses transhumances parce que ça ne me ressemble pas. Moi, j'ai cette volonté de travailler avec ce que m'offre la nature. Et je pense qu'avec ce que j'ai comme terroir, je peux déjà faire beaucoup. Et tu disais effectivement qu'il y en a certains qui font aussi de la reproduction de rennes. Toi, en tout cas, tu n'as pas cette partie-là dans les différents types d'apiculteurs. La partie élevage de rennes, tu veux dire ? Alors si, moi je fais de l'élevage de rennes, mais juste pour renouveler mes rennes sur mon cheptel. C'est-à-dire que je vais me lever 40-50 rennes maximum par an, ça suffit largement. Après, bien sûr, il y a des éleveurs de rennes, il y a même des sélectionneurs de génétique de rennes, puisque en fait, on a chacun nos critères de sélection, que ça soit dans n'importe quel élevage. Moi, il me faut une abeille qui soit rustique, c'est-à-dire qui va consommer très peu pendant l'hiver, puisque les hivers sont longs en montagne. Nos ruches hivernent des fois sous 60 cm de neige, donc le but c'est que les colonies hivernent petits, qu'elles ne consomment pas beaucoup, mais par contre au printemps, on veut que ça soit une génétique qui démarre très vite au printemps et qui rentre vite en production de miel. Ouais, parce que tes ruches, tu les laisses à l'extérieur pendant toute la période hivernale. Bien sûr. Je ne les mets pas dans des caves, pas encore. Ça se fait dans certains pays, mais pas moi. À la rude. C'est ça. Alors, on va rentrer plus concrètement dans le fonctionnement du monde apicole. À quoi ça ressemble ton quotidien ? C'est quoi les étapes de production sur une année ? Je reviens toujours à cet outil de travail, mais on a un outil de travail aujourd'hui où il n'y a pas une journée qui se ressemble. Parce que je vais être à la fois commercialisation, à la fois pédagogie, accueil public, transformation. En fait, ça ne se ressemble jamais, bien sûr, après extraction, récolte de miel. Mais le cœur de la saison, en fait, tout se concentre au même moment. C'est le démarrage chez nous est plus tardif qu'en plaine, même en Ariège. Des fois, on a 3 semaines, 1 mois de décalage avec la plaine ariégeoise. C'est-à-dire quand des collègues vont déjà faire leurs premières essaims de printemps, même début avril en plaine, même des fois mi-mars. Nous, ça sera plus fin avril, début mai, c'est déjà tard. Et voilà, les années ne se ressemblent jamais, les saisons sont toujours en décalage. Clairement, le début de ma saison, moi, au niveau apicole sur les ruches, c'est vraiment mi-avril. Et je peux enclencher mon élevage de rennes fin avril pour pouvoir commencer à faire mes premiers essaims, donc c'est-à-dire mon renouvellement de cheptel. Mes premières récoltes, si le printemps est beau, ça peut être en effet déjà début mai avec le pissenlit, avec même avril, ça dépend. Voilà, il y a pas de règles, rien n'est figé. La nature est tellement différente d'une année sur l'autre. Cette année, c'était tellement en plus une année très particulière en apiculture. Donc en fait l'apiculture, c'est la plus belle preuve d'agilité. On doit toujours être à l'affût de ce qui se passe et être observateur de notre environnement.
Donc en soi, tu commences quand même au printemps. Comme tu expliquais, pas de transhumance parce que tu es déjà en altitude en soi. Et la récolte, elle va se prolonger en fonction aussi des essences qu'il y a Les ressources florales. aux alentours. Donc tu as de l'acacia au début, ensuite tu vas en avoir plusieurs, donc du châtaignier, du tilleul, du rhododendron qui est très spécifique aussi de haute montagne. Là, tu expliquais à l'instant que la saison a débuté tardivement. Qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Début avril, très bel espoir. On se dit, ça va être un bon démarrage de saison. Moi, c'était ma première année officielle de reprise. Donc, du coup, des champs de pissenlit sur mon rucher à Vic-de-Sceaux. Très bel espoir de faire du miel de pissenlit. C'est assez rare de faire du pissenlit pur. Et là, patatrac, grosse pluie tout le mois de mai, juin. Donc, en fait, j'ai pris la décision de rien récolter, de tout laisser en ressources pour mes abeilles. Parce que qui dit récolter, donc c'est récolter le surplus de miel qu'elles stockent dans la ruche, et que derrière, il n'y a plus de ressources florales où la météo ne se prête pas pour qu'elles aillent butiner. Donc, du coup, ça incite pour nous, en tant qu'apiculteurs, d'aller nourrir nos colonies. Et moi, je ne veux pas rentrer dans cette dynamique-là. Je préfère leur laisser leurs ressources qu'aller devoir nourrir pour pallier à ce manque de nourriture. Parce qu'il y en a d'autres qui fonctionnent différemment ? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, le prix du miel est beaucoup plus valorisé au kilo que le prix du sirop. Ça peut se comprendre. Si on est en insécurité financière, bien sûr qu'il y a des choix à faire aussi. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir un outil qui fonctionne, donc je peux peut-être me permettre ce luxe-là. Peut-être qu'il y a des années, ça ne sera pas le cas. Donc au lieu de prélever le miel et de le commercialiser, et du coup de limiter les réserves des abeilles, tu préfères leur laisser, tu décales du coup ta récolte, mais ça évite d'aller acheter du sirop de glucose en coopérative et de leur donner pour les nourrir. Bien sûr, oui. Après, ça veut dire que c'est aussi le risque à prendre, c'est que moi je suis en vente directe, j'ai une boutique, ça veut dire que j'ai des clients. Donc quand on commence à avoir arrivé le début de saison, qu'on commence à avoir les étagères vides, plus de miel à proposer aux clients, c'est-à-dire que faire la transition entre les récoltes 2023 et les récoltes 2024, il faut que qu'il y ait les nouvelles récoltes qui arrivent, les extractions, les mises en pot, tout ça, ça prend du temps. Soit il faut avoir du stock, soit il faut vite commencer. C'est ça, mais sauf que vite commencer, on dépend aussi de Dame Nature et quand on n'a pas trop, Donc on a la chance, nos clients, quand ils viennent au contact du producteur et de l'apiculteur, viennent aussi chercher cette expérience-là et en fait essayer de comprendre aussi notre métier. Nos clients comprennent qu'aujourd'hui, c'est pas en claquant des doigts qu'on a du miel de rhododendron sur l'étagère, que tout ça, on dépend de toute une dynamique de la nature et on peut pas l'inventer. Et de la météo, et comme cette année, en 2024, il y a eu une pluviométrie très intense quand même au printemps, ça a décalé les floraisons, donc pas grand-chose à butiner, et du coup, la récolte de miel, elle en pâtit. Toutes les récoltes de printemps. Alors moi, je parle vraiment au nom d'apicultrices de haute montagne, puisqu'il y a vraiment eu des disparités énormes sur tout le territoire français. Nous, on a eu vraiment énormément de chance sur les récoltes d'été, où on s'est bien rattrapé, puisqu'on a le rhododendron, comme tu disais, qui est une fleur typique de haute montagne, qui est à partir de 1200 mètres d'altitude ici, qui est une fleur à gros rendement de nectar, et on a fait des très belles récoltes de rhododendron, de tilleul, de bruyère, la bruyère calune également. Donc en fait, toutes ces récoltes-là nous ont permis de nous rattraper et finalement de sortir notre épingle du jeu sur l'année 2024. Donc finalement, ça permet d'avoir une année 2024 qui sera quand même bonne pour toi. J'ai beaucoup tremblé au débarrage, mais finalement, je suis contente de la finalité. Surtout pour une première année d'installation. Oui. Tu disais tout à l'heure que tu faisais plusieurs produits finaux. Qui fait la transformation ? Comment tu travailles sur chacun des produits ? Il y a beaucoup d'acteurs finalement. Normalement, ça devait être moi sur le pôle atelier de transformation, mais j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui a voulu mettre la main à la pâte. C'est vraiment au sens d'une expression, mais là, ça prend tout son sens. Atelier de transformation, donc comme j'ai dit, c'est vraiment 4 produits principaux, croquant, pain d'épices, nougat noir et choc à miel. Ça, c'est le cœur de... L'été, on se transforme en pâtissier, clairement. On a un flux touristique énorme dans la vallée et on passe notre démarrage de journée avant même d'ouvrir la boutique, c'est de la transformation. Donc, c'est sûr, dès qu'on ouvre la porte au premier client, il y a des effluves et ça attire aussi le monde. Mais j'ai Pierre qui travaille avec moi depuis cette année sur l'exploitation, aussi bien sur les ruches, sur tous les autres domaines, aspects de l'exploitation. Et j'ai eu la chance, c'est qu'il a voulu faire tourner du nougat noir. Et j'en suis ravie parce que ça prend du temps tout ça. Pourquoi ? Nougat noir, le temps de cuisson, le temps de découpe, tout ça, prend énormément de temps. Il faut savoir qu'en principe, quand on fait des fournées de nougat, on essaye d'en faire une quinzaine d'un coup parce qu'après, l'atelier de découpe est assez long. Donc, on préfère avoir plein de plaques de nougat découpées d'un coup pour toute la logistique qu'il y a derrière que faire une seule plaque par une seule plaque. Tu as toujours le soutien de ta maman pour venir t'aider sur Bien certains sûr. outils ? Alors, j'en rigole souvent, mais
Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans, mais quand on parle d'exploitation agricole, c'est pas pour rien qu'on dit exploitation, c'est que nous, étant petits, on se fait exploiter par nos parents. Et eux, quand ils sont retraités, on aime bien aussi les exploiter. C'est le retour de bâton. Voilà, c'est ça. Alors, j'aime pas trop le mot, voilà, le verbe exploiter, j'en rigole, mais c'est fait que j'ai plus tendance à parler de ferme apicole. Mais voilà, j'aime bien rigoler sur ce verbe-là. Alors tu disais, tu fais surtout de la vente directe. Tu présentes aussi tes miels à des concours pour être récompensé. En tout cas, notamment là, aujourd'hui, tu as fait une expédition, il me semble. Oui, j'ai touché du bois à ma tête, tout ce que je souhaite. J'ai confiance, je l'espère. J'ai envoyé 5 miels au concours de miel de France. Donc là, ils sont partis d'abord, dans un premier temps, en analyse au laboratoire Le Carré en Belgique, pour voir s'ils sont conformes pour être présentés au concours miel de France. Et ensuite, le concours miel de France se passe au Palais Iéna à Paris, au mois de février, où là, il y a tout un jury qui se réunit avec des grands chefs étoilés. Et verdict en février. On verra. Rendez-vous en février. C'est ça. Tu disais aussi que tu avais ce côté pédagogique qui est très important pour toi, pour la transmission et la sensibilisation du public. Tu as notamment un écomusée qui a été très récemment inauguré, parce que là on est en novembre et tu l'as inauguré fin octobre. Ça n'a pas été évident pour toi il y a quelques mois. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ? Du coup, il y a eu... C'était ma première année de reprise et il y a eu un peu un retournement de situation où j'étais dans l'urgence de trouver un nouveau local pour avoir une miellerie et un écomusée, puisque ça existait déjà, l'écomusée, depuis la création du Rucher du Mont-Calm il y a 33 ans. Et j'ai eu cette opportunité d'un nouveau local, mais qui était disponible que début juin. Alors je me suis dit, juin, démarrage de saison apicole, comme on déménageait 33 ans d'activité professionnelle en pleine saison, c'est suicidaire, c'est complètement suicidaire. Mais comme je dis toujours, dans impossible, on entend impossible. Donc je me dis, il faut le faire, c'est possible. Donc on l'a fait, on a commencé la saison avec une fatigue énorme. Mais voilà, on a réussi à le faire. Et là, on a eu la chance du coup d'inaugurer notre nouvelle miellerie écomusée il y a 15 jours. Et ça a été un grand succès, donc on est ravis puisque c'est un nouveau local qui se prête totalement à l'accueil du public. Et maintenant avec aux normes PMR, et ça, on en est fiers. Et également pour une apiculture plus sereine et moins de manutention, apporter des charges pour toujours déplacer les choses. Là, on a un espace où on va être serein dans notre activité. Donc, un lieu d'accueil où tu peux commercialiser ton miel. D'ailleurs, ton miel, quelle est la spécificité par rapport à un miel de plaine ? J'ai envie de dire, c'est surtout le terroir qu'on offre à nos abeilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on a un terroir qui est préservé. Grâce au PNR aussi ? Oui. En fait, aujourd'hui, j'ai eu l'audace de m'installer en apiculture parce que j'avais un outil de travail qui fonctionnait et c'est le terroir aussi. Aujourd'hui, m'installer à zéro en apiculture en plaine, je ne sais pas si je le ferai. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de contraintes, c'est-à-dire que on sait très bien, il y a des champs de culture. Des fois, malheureusement, l'abeille, on l'appelle toujours la sentinelle d'environnement, mais elle subit tout ce qui se passe autour et on sait très bien que il y a beaucoup de produits phytosanitaires, néocotinoïdes, tout ça qui impactent directement notre abeille. Et en fait, aujourd'hui, comparé à l'apiculture d'il y a 30 ans, on fait de l'abeille. Mais clairement, on est obligé de toujours faire de l'élevage pour recréer des essaims, parce qu'en fait, on a des mortalités qui sont constantes sur notre cheptel, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Donc même en montagne, dans un terroir préservé, malheureusement, j'ai aussi de la mortalité parce que j'ai d'autres menaces, on en parlera, mais voilà, pour répondre à ta question, quelle est la différence ? En fait, un miel en plaine peut être très sain, très bon également. Ça dépend en fait des parcelles autour. Faut savoir qu'une abeille butine à 3 km à la ronde autour de la ruche. Donc en fait, c'est juste se poser la question où est-ce qu'on place ces ruches et surtout observer l'environnement à 3 km autour. Dans tous les cas, un apiculteur professionnel le fera toujours, puisqu'il a bien sûr le souhait d'avoir ses colonies en bonne santé et d'avoir bien sûr en finalité un miel de qualité pour pouvoir le vendre soit en vente directe, soit à des grossistes, soit... Voilà, donc on a tous le souhait bien sûr de faire du bon miel. Par contre, je rebondis sur quelque chose que tu m'as partagé. Ici, tu n'es pas labellisé bio. On pourrait même se dire on n'en voit pas l'utilité vu que tu es en haute montagne et il y a quasiment que de la forêt. Pas de produits phytosanitaires beaucoup utilisés. Pourquoi tu voudrais te convertir ? Aujourd'hui, j'ai pas du tout la demande de mes clientes que je sois un miel classé agriculture biologique, puisqu'en fait, ils savent dans quel terroir ils achètent le miel, quoi. Ils ont la carte postale autour et même les touristes disent quand on achète un pot de miel, on achète une carte postale.
C'est plus vraiment par conviction. Donc moi, ça fait déjà 2 ans que je traite mes ruches parce qu'on est tous amenés à traiter nos ruches contre un parasite qui s'appelle le varroa. C'est ce qui fait aussi, en fonction des molécules qu'on utilise, qu'on est en agriculture biologique ou pas. Donc moi, ça fait déjà 2 ans que je traite parce que j'ai le souhait de demander la certification agriculture biologique et surtout par conviction parce que j'ai grandi dans ce terroir-là, j'ai envie de le préserver et voilà. Et si je fais cette sensibilisation autour de la sauvegarde de l'abeille, ça serait contradictoire moi d'utiliser des molécules qui me ressemblent pas derrière. Qu'est-ce que ça va changer pour toi de l'avoir, étant donné que tu travailles déjà avec un produit qui est accepté en agriculture biologique, que c'est pas une demande du client, c'est une certification qui va peut-être représenter un coût pour toi aussi? Bien sûr, ça a toujours un coût. Aujourd'hui, on valorise notre produit de façon que je pourrais supporter ces charges supplémentaires. Après, moi, c'est vraiment... moi, j'ai toujours voulu être transparente avec le client et j'ai envie que mon discours, en fait, il soit le plus honnête possible. Et pourquoi, en fait, avoir changé de métier pour pas faire quelque chose qui me ressemble le plus et j'ai envie d'aller jusqu'au bout, en fait, de ces convictions. Donc, l'objectif, c'est de t'aligner, finalement. C'est ça. Je vais enchaîner sur une grande partie qui est très difficile pour toi, sur tout ce qui est prédation de tes ruches. Tu as parlé à l'instant d'un parasite, le varroa. Est-ce que tu as été touché ici? On est tous touchés. Le varroa fait partie de l'apiculture aujourd'hui, amatrice, professionnelle. Et quand j'entends des fois des apiculteurs amateurs qui me disent « Moi, je ne veux pas traiter contre varroa », mais clairement, c'est suicidaire. Aujourd'hui, si on ne traite pas contre varroa, on perd nos colonies. Et même à titre amateur, avoir 2 ruches au fond du jardin, ça a un coût. C'est un coût financier, c'est du temps à consacrer aussi. On ne peut pas avoir 2 ruches au fond du jardin et les laisser faire leur vie, c'est impossible aujourd'hui. Donc on est amené à les traiter. Ce parasite, malheureusement, cette acarien de l'abeille, peut décimer des colonies entières. Donc on est amené à traiter pour éviter d'avoir des trop grosses pressions et pour le bon côté sanitaire des colonies. Bon, ce n'est pas forcément ton pire ennemi. On pourrait penser à un autre que tout le monde va penser aussi, mais j'attends avant de venir dessus. Nous allons parler de l'ours. Ici, c'est une région où, effectivement, Balou. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre l'ours en milieu naturel. Est-ce que toi, tu as été touchée? C'est quoi la pression sur le secteur? 2024 a été une année à ours, aussi bien sur l'élevage ovin et également apicole. Mai-juin, il y a eu beaucoup de prédation. Alors moi, personnellement, j'ai pas été touchée sur mes ruchers, mais voilà, on sait qu'il est autour, il n'est pas loin, puisqu'il a quand même attaqué 6 ruchers dans la vallée. Donc dès la première prédation sur le premier rucher, en fait, il y a un dispositif qui a été mis en place par la DDT de l'Ariège pour clôturer électriquement tous nos ruchers. Donc bien sûr, ça va être de la dissuasion peut-être pour l'ours. Ça va C'est le cas sur tes parcelles? Oui, tout à fait, oui. J'ai électrifié, la première attaque, j'ai électrifié de suite. Parce qu'aujourd'hui, on a une autre prédation qui est beaucoup plus importante. Et reconstruire du cheptel, refaire du cheptel, ça a un coût énorme, c'est beaucoup de temps. Et j'ai pas envie d'avoir cette prédation en plus, ça c'est certain. Donc voilà, clôturer, ça veut bien dire que j'aurais aussi peur d'avoir cette prédation supplémentaire et je ne souhaite pas l'avoir. Autre défi pour toi, la FCO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la FCO, c'est la fièvre catarrhale ovine. Donc qui vient décimer les troupeaux ovins. Et là, on va se dire, ovins, pourquoi tu nous parles de moutons? On est en train de parler d'abeilles. Janice, explique-nous. Alors, fièvre catarrhale ovine, je vais parler avec mes petites connaissances, parce que le monde ovin, c'est pas du tout mon secteur d'activité. Mais on a déjà eu plusieurs cas sur l'Ariège où il y a eu des grosses vagues, 2008, 2015, et là, c'est la nouvelle vague. Mais je parle juste par rapport au retour d'expérience que ma mère a vécu et mes collègues apiculteurs. 2008-2015, donc c'était un peu première expérience pour nos collègues éleveurs ovins sur la fièvre catarrhale ovine. Et en fait, donc je parle beaucoup avec mes homologues éleveurs ovins pour connaître un peu leurs enjeux, les menaces qui suivent et tout, toute cette pression autour parce que ils sont désespérés et ça se comprend totalement. Quand on se lève le matin, qu'on voit toutes ces brebis crevées, c'est sûr qu'on le souhaite à personne. Donc ils sont tous amenés du coup à traiter leurs bêtes, donc notamment vacciner les bêtes pour éviter justement qu'elles attrapent la fièvre catarrhale. Donc ça souvent au printemps. Idéalement, c'est au printemps. Sauf que cette année, c'est arrivé en cours de saison, donc le vaccin a été fait tardivement. Sauf qu'en fait, ce que m'expliquent mes amis, c'est... Alors, j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises, parce que comme je dis, c'est pas mon domaine d'activité, mais c'est la bête met 1 mois pour construire son immunité suite au vaccin. Sauf qu'en fait, cette fièvre catarrhale se transmet par un moucheron. Et ce moucheron, par retour de nuit fraîche, ne se développe plus.
Donc en fait, il y en a certains éleveurs qui ont pris le parti de ne pas vacciner en fin de saison parce qu'au final, le moucheron n'allait plus être présent. Donc il y a une deuxième aussi méthode, voilà, c'est aussi des dégoûtements sur dos des bêtes à base de butox. Et ça, c'est une molécule, malheureusement, c'est un insecticide. Et il faut savoir que cet insecticide, malheureusement, il se retrouve dans l'environnement et on sait qu'il a un très fort impact sur nos abeilles puisqu'en 2008, 70% de l'effondrement du cheptel apicole en Ariège suite à tous ces dégoûtements. Donc ça a été prouvé parce qu'il y a eu des échantillons d'abeilles qui sont partis dans les labos et on a retrouvé toutes ces traces de butox sur les abeilles. Après, tu parles de l'Ariège, mais c'est même la Fédération nationale d'apiculture qui a alerté les autorités en disant qu'il y avait un risque pour les cheptels apicoles. C'est vrai que c'est une grande pression pour toi, Janice, mais aujourd'hui, si j'ai compris quelque chose, c'est quand ton ennemi, c'est le frelon asiatique. Et j'ai pu l'observer de mes propres yeux. Oui. Je peux vous même le confirmer, Sophie a essayé de faire du combat avec du frelon aujourd'hui. Ouais. J'avoue, j'ai réussi. C'est ça. C'est la pire période pour nous apiculteurs parce que les ressources se font rares pour les frelons dans la nature. Et c'est le moment de l'année où les nids sont les plus développés pour les frelons asiatiques. Et ils se rabattent devant les entrées des ruches. C'est des gros carnassiers, ils mangent toutes nos abeilles, c'est-à-dire qu'un frelon se nourrit de 100 abeilles par jour, ramène 100 abeilles à son nid par jour. Une colonie d'abeilles, c'est à peu près 60 000 en pleine saison. Là, on n'est plus sur des colonies qui réduisent, mais il y a 30 000 abeilles, 40 000 abeilles, et on dit que 10 frelons peut tuer une colonie de 40 000 abeilles, mais véridique. On l'a vécu il y a 2 ans, on a perdu 70% de nos ruches aussi en altitude. C'est ce que tu disais par rapport à ta mère tout à l'heure. C'est ça. Et du coup, voilà, nous on fait beaucoup de sensibilisation locale parce qu'on a la chance d'être une petite vallée. L'idéal, c'est de capturer au printemps toutes les fondatrices, puisque les fondatrices, il faut savoir une fondatrice dans un nid peut faire pour l'année d'après 300 fondatrices, donc 300 nids potentiels en plus sur un même territoire. Oui, ça devient exponentiel. C'est exponentiel. En fait, quand ça arrive sur un territoire, faut savoir que ça nettoie tout, puisque un nid de frelons mange 20 kilos d'insectes par an. Donc, ces papillons, bourdons, tout y passe quand on les voit faire sur le rucher. Toute la biodiversité. Toute la biodiversité locale. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de prédateurs dans notre biodiversité locale, et c'est pour ça que c'est un vrai fléau. C'est une espèce envahissante pour nous. Et malheureusement, s'il est amené à manger tous les insectes pollinisateurs, plus de pollinisation, et on parle de souveraineté alimentaire aussi. C'est vrai que c'est un point qui est très intéressant. Ça va regrouper beaucoup d'enjeux. Il y en a un avec l'apiculture que je voudrais aborder avec toi. C'est notamment le fait qu'on ait une baisse de récolte en 2024. Il y a l'UNAF, du coup, l'Union nationale de l'apiculture française, qui a annoncé que les chiffres n'étaient pas forcément prometteurs, liés à une baisse des rendements, au changement climatique, à la mort des abeilles, aux ruches qui sont décimées, à la concurrence, à la baisse de consommation aussi. Et notamment, quand je parle de concurrence, on parle souvent de faux miel. C'est quoi un faux miel ? Faux miel, oui, c'est un gros fléau sur le marché français. Aujourd'hui, il y a 60% du miel commercialisé en France qui est du miel frauduleux. En fait, aujourd'hui, commercialiser du miel n'oblige pas une analyse du miel. Et c'est malheureux parce qu'en fait, n'importe qui, vous pouvez même trouver des tutos sur YouTube. Je vous invite pas à le faire parce qu'il y en a plein qui en font leur commerce, mais on peut créer du faux miel, même en saupoudrant du pollen pour faire croire qu'il y a des traces de pollen aussi. Mais aujourd'hui, oui, il y a des gros marchés, on le sait de quel pays, qui sont importés en France. En fait, aujourd'hui, en France, déjà, on ne produit pas assez de miel par rapport à la consommation des Français. Donc forcément, on est obligé d'en importer. On est obligé d'en importer. Sauf que, aujourd'hui, tous les apiculteurs français professionnels n'arrivent pas à écouler leur stock. Donc il y a un énorme problème. Moi, j'ai des collègues, l'année dernière, ils se sont retrouvés avec 20 fûts sur les bras parce que les grossistes ne leur prenaient pas, parce que malheureusement, ils les achetaient ailleurs. Donc là, il y a une grosse question à se poser. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Et malheureusement, on n'est pas le seul secteur impacté aujourd'hui. Voilà, voilà, quand j'ai écouté des podcasts à toi, Sophie, quand j'entends aussi d'autres choses, ça me révolte parce que je me dis, on dit que les agriculteurs aujourd'hui nourrissent le peuple, sont la souveraineté alimentaire, mais aujourd'hui on fait rien en fait, on fait pratiquement rien pour les soutenir et surtout assurer qu'ils écoulent toute leur production sur le territoire français. Tu veux dire que peu importe la filière, il y a toujours le même débat. C'est ça, c'est même quand je vois les maraîchers ou autres, quand je vois qu'ils sont normés, ils ont des fruits, des légumes, s'ils sont pas assez beaux, assez ronds, assez brillants, qui sont refusés, ils se retrouvent avec des stocks, mais des tonnages entiers sur les bras qui peuvent pas écouler. Mais pourquoi ça existe ça aujourd'hui ?
Voilà, moi, Dieu sait que j'ai travaillé dans le luxe où j'ai eu affaire à toute la richesse française. Mais aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi on en arrive là aujourd'hui alors qu'il y a de la pauvreté partout et c'est surtout qu'on parle de survie des agriculteurs aujourd'hui. Donc, si on veut assurer une économie au niveau de l'agriculture, il faut déjà peut-être aller sur le terrain et voir vraiment ce qui se passe sur le terrain et régler tous ces petits problèmes. Et je pense déjà que ça pourra faire peut-être 10% du chiffre d'affaires de tous les agriculteurs ou peut-être 20, 30, j'en sais rien. Je ne sais pas. Espérons. Espérons. Du coup, ça m'amène à une autre question, Janice. Sachant que l'Occitanie est la première région apicole de France, comme je le disais au début, comment vois-tu l'avenir de ce secteur ? Avenir, je pense qu'il en faut un parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'avenir pour l'apiculture, on sait clairement que l'abeille couvre 70% de la pollinisation. Il y a beaucoup de maraîchers, d'arboriculteurs aujourd'hui qui font appel à des apiculteurs pour avoir des contrats de pollinisation et pour pouvoir augmenter leur rendement sur leur culture aussi. Ça, c'est des métiers main dans la main entre agriculteurs et aujourd'hui, c'est énormément présent. Même en Ariège, ça se fait beaucoup sur le melon, sur le kiwi, sur plein d'arbres. Aujourd'hui, sans l'apiculture, de toute façon, en fait, par déduction, il y a plein de métiers qui vont plus exister. L'abeille, on dit que c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire et de l'agriculture. Et malheureusement, quand on voit que quand on s'inscrit à la MSA au niveau agriculteur et on voit qu'on doit cocher la case autre parce qu'en fait, on n'existe pas en tant qu'apiculteur. Apiculteur, il y a plein de papiers administratifs officiels où l'apiculture, c'est toujours la case autre. Donc, il y a un réel problème. On est le premier maillon de la chaîne alimentaire, mais on est la case autre. Donc, en fait, si déjà on ne va pas de ce côté-là, moi j'ai la chance, c'est qu'aujourd'hui il y a une nouvelle génération aussi d'agriculteurs et d'éleveurs qui arrivent aussi sur mon terroir. Et on a la chance de pouvoir dialoguer entre nous. Et du coup, beaucoup connaissent un peu l'importance de l'abeille aujourd'hui sur leur impact, sur leur exploitation aussi. Tu soulignais à l'instant l'importance de l'abeille, ce qu'on dit souvent de la bonne santé des abeilles dépend celle de l'homme, avec un grand H. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour aller plus vite ? Que faudrait-il selon toi ? En fait, quand on parle de pollinisation, c'est sensibiliser dès le plus jeune âge, c'est l'avenir pour tous. En fait, je reviens souvent à ça, mais il faut que ça soit déjà intégré dans le cursus scolaire dès le plus jeune âge, que ça soit au niveau de la gestion des déchets. Moi, je sais, quand j'étais petite, on allait nettoyer le bord d'une rivière. On allait visiter un smectum pour comprendre la gestion des déchets. On allait visiter une station d'épuration. En fait, aujourd'hui, on met tous du déchet sur notre planète et c'est comprendre où vont nos déchets aujourd'hui. Et sans parler de déchets, voilà, là, on parle de l'abeille, mais en fait, toute cette sensibilisation, elle se fait depuis le plus jeune âge. En fait, je dis souvent ça, mais quand on regarde les chiffres de l'effondrement du cheptel apicole français ou mondial, on pense souvent que c'est l'abeille qui est malade. Mais en fait, moi, je maintiens que c'est pas l'abeille qui est malade, c'est le lien du vivant, de nous avec le vivant qui est malade. Et la question à se poser, c'est comment guérir ce lien qui nous unit au monde du vivant. Et je pense que ce travail-là, il se fait déjà à partir de l'enfance. Moi, j'ai eu la chance de me reconnecter à cette nature-là, après plusieurs années. Oui, je suis passée par autre chose avant, pour reprendre l'importance de la sauvegarde de la nature. Mais j'ai grandi avec ces valeurs-là. Mais aujourd'hui, quand un enfant grandit en ville, tout ça, et qu'il n'a pas eu cette approche-là, en fait, c'est très compliqué d'en prendre conscience. Donc, il faut que ça soit dans le cursus scolaire dès le plus jeune âge, selon moi. Janice, on arrive à la fin. Et t'as écouté d'autres podcasts. Donc, pas de surprise pour toi. Tu connais la question finale. Janice, quel écho veux-tu envoyer aux auditeurs et aux auditrices qui t'écoutent ? Eh bien, du coup, je ne sais plus quoi dire. Voilà. Je croyais que tu avais préparé ta réponse. Non, j'ai tellement de messages à vouloir faire passer comme tous, mais... Alors, par contre, je te donnerai l'autorisation d'en transmettre qu'un seul. Qu'un seul. Je reviens sur le terme souveraineté alimentaire, mais on sait qu'en tant qu'agriculteurs, éleveurs, aujourd'hui, on a tous un devoir. Et je pense on a la chance d'être toute une nouvelle génération qui arrive et j'aimerais vraiment qu'on apprenne tous à communiquer entre nous, comprendre les enjeux pour chacun d'entre nous, les menaces qui pèsent sur nos exploitations aussi, et savoir du coup comment on peut travailler main dans la main. En fait, on a une notion d'interdépendance entre nous, mais également avec le monde de la nature, et c'est comment créer tout cet équilibre entre nous tous. Et je pense qu'en fait, si le mouvement ne vient pas du bas de nous, en fait, là-haut, ça ne bougera jamais. C'est le message que j'aimerais faire passer. Message reçu. Merci Janice pour ton accueil, ta gentillesse et d'avoir partagé ta passion des abeilles avec nous. Et je te dis à bientôt. Merci Sophie. À bientôt.
J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.